En 1920, je publiais mon premier livre, Un conte d'auteur, La relève du matin. Et cependant, la date cruciale de ma vie, à cette époque, ne fut pas mon premier livre, La relève du matin, ni même mon second, Le songe, qui me donnèrent tout de suite une situation littéraire. C'est le 15 janvier 1925 que je liquidai la maison familiale pour la bonne raison que tout le monde y était mort. Je mis tout ce qui restait au garde-meuble et, muni de 2 valises, je partis pour 10 ans de voyage que j'ai appelé 10 ans de nomadisme en Méditerranée, en Italie, en Espagne et surtout dans l'Afrique du Nord. Je débutais naturellement par l'Espagne. Je n'avais pas voulu retourner en Espagne après ma démobilisation, bien que j'en mourusse d'envie, puisque je n'aimais que les taureaux. Je n'avais pas voulu parce que ma grand-mère était vivante et que je ne voulais pas, après les 2 années d'inquiétude que je lui avais posées pendant la guerre, lui causer encore l'inquiétude de savoir que je risquais ma vie. Je partis donc pour l'Espagne et je passais presque toute l'année en Espagne. Je travaillais les taureaux, beaucoup, enfin, dans des pâturages, dans des petites arènes, en privé, etc. Je me liais avec un homme que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si au moment où ce film sera projeté, on connaîtra encore son nom, mais enfin, c'était le grand matador Belmonte, Juan Belmonte, qui fut un des monuments de son art. Il ne parlait pas le français, je baragouinais l'espagnol, mais nous nous entendions très bien, et cet homme, je le dis en passant, parce que c'est une chose qui m'a aussi énormément touché, il se suicida 4 jours avant d'atteindre ses 70 ans. Et j'ajoute aussi cette parenthèse parce qu'elle est, j'allais dire, amusante, c'est vraiment pas le mot, elle est tout de même curieuse. Il se suicida, si je peux dire, au su et au vu de tous, puisqu'il s'envoya 2 balles dans la bouche, et il fut enterré dans la catholique Espagne en grande pompe à la cathédrale de Séville. Ce qui prouve que l'Église, même l'Église d'Espagne, tolérait à ce moment-là le suicide dans certaines circonstances. On a dû dire qu'il avait eu un accès de folie, je ne sais pas ce qu'on a dit, mais enfin, ça m'a paru une chose très étrange, surtout pour l'Église espagnole. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Enfin, je vous donne ce petit détail. J'arrivais moi-même, naturellement, à être blessé dans des circonstances qui ont été souvent racontées dans les livres qu'on a écrits sur moi, en travaillant un taureau dans un pâturage, et je reçus un coup de corne dans le dos qui me laissa une estafilade de 11 cm de long et qui ne toucha pas le poumon, n'exagérons pas les choses, mais enfin qui le frôla, qui d'ailleurs n'a jamais eu de conséquences par la suite, mais enfin qui me fit arrêter ma gymnastique tauromachique. Durant toutes ces années, alors qui suivirent, les années 26, 27, 28 et 29, je ne fus pas très heureux, bien qu'ayant réalisé la liberté, j'avais de l'argent qui me venait de ma grand-mère, j'avais de la fortune, j'étais complètement libre, j'étais seul, je faisais tout ce qui me passait à travers la tête, et ça consistait à aller d'un bord à l'autre de la Méditerranée sans jamais être très heureux. Cette période qui aurait dû être une période magnifique n'a pas été une période bonne de ma vie. Je me fiançai en 1927, pour la première fois, non pas bien entendu avec des fiançailles arrangées par ma famille, mais dans une atmosphère très poétique, puisque ça commençait par se passer sur le trottoir du marché aux fleurs de la Madeleine. Ça commença comme ça ne dura que 4 mois, enfin c'était de véritables fiançailles avec tout ce qu'il faut pour ça. Et puis, ça se rompit au bout de 4 mois. Et lorsque je vous dirai un peu de mes secondes fiançailles, vous verrez que j'ai raison de le rompre. Je retournais donc en Espagne, je retournais enfin en Méditerranée et tout ça, et je ne trouvais vraiment le repos, et ça fut très instructif pour moi, qu'au moment où je m'installais complètement à Alger, dans un appartement meublé, et où je me mis à écrire La Rose de Sable. Et alors, je peux dire que ce qui m'a manqué pendant ces 3 ans de liberté, de plaisir, d'exotisme, de Sahara, tout ce que vous voudrez, ce qui me manquait au fond, c'était d'écrire.
Je n'ai écrit que des petites choses, des Fontaines du désir, des essais. Tandis qu'en 1930, je me mis à un roman qui me prit 2 ans et demi de travail, et à ce moment-là, je devins pleinement heureux. C'est, encore une fois, je dis que c'est très instructif parce que ça montre que là, c'était là ma voie, c'était là ma passion, au fond, que je n'avais pas à être heureux parce que je ne travaillais pas. J'écrivais ce roman qui était très anti-colonialiste, très anti-français, disons le mot. J'avais été très indigné par la façon dont les Français d'Algérie, non pas du Maroc ni de Tunisie, mais d'Algérie, c'est aussi important à noter, traitaient j'avoue que je ne sais pas comment on dit maintenant, comme ils veulent qu'on dit les musulmans, enfin, comment vous dites. Dans ce temps-là, on disait les Arabes, vous comprenez, mais c'est les Algériens. C'est les Algériens. La façon dont on traitait les Algériens. Je passais donc 2 ans et demi à écrire ce roman, et aussitôt que je l'écrivis, aussitôt que je l'eus écrit, au bout de ces 2 ans et demi, de grand bonheur, j'étais très heureux à Alger. Je n'ai pas été aussi heureux qu'à Paris. C'est à Paris que j'étais le plus heureux, mais enfin, j'étais très heureux à Alger. Je revins en France. Et là, je sentis tout de suite, c'était en 1932, je sentis tout de suite que la guerre était imminente. En quoi je me trompais, puisqu'il devait y avoir encore se passer 7 ans. Mais je sentis que la guerre était fatale, et je sentis que mon roman était impubliable. Non pas du tout parce qu'il prônait l'indépendance des Algériens, à laquelle on ne songeait pas beaucoup. On y songeait vaguement dans des milieux communisants, mais enfin, il n'était vraiment pas question que l'Algérie revint aux Algériens. Ce qui était certain, c'était que Hitler venait son parti était devenu le parti le plus nombreux au Reichstag, et que déjà Mussolini, avant lui, ne cessait d'insulter la France, et que je ne voulus pas ajouter ma petite goutte d'eau, si futile fut-elle, si mince fut-elle, à des gens qui préparaient la guerre et qui ne cessaient d'insulter la France. On sentait très bien pour les Italiens, en Tunisie par exemple, on sentait très bien dès ce moment-là, dès 1932, que les Italiens voulaient mettre la main sur la Tunisie. Et je me rappelle qu'un jour, passant devant le journal Écho d'Alger avec le sénateur Duroux, et le sénateur, qui était un sénateur d'Alger, il me montra sa maison, il me dit que dans quelques années, ça va être allemand. Voilà le sentiment qui m'a fait arrêter à la Rose de Sable, beaucoup plus que la prise de possession de l'Algérie par les Algériens, qui vraiment ne traversaient pas l'esprit à ce moment-là. J'ai vu André Gide, avec qui nous avons eu des relations, je dirais un peu comme avec ma mère dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais c'était la chatte et son chat. Tantôt on se mordait, il disait les choses les plus désagréables sur moi, et tantôt il disait aussi les choses. Je ne vous ai pas apporté de cahier de citations d'éloges sur moi, mais enfin il a dit notamment sur Pasiphae, et vraiment les choses les plus fortes qu'un écrivain puisse dire dans l'admiration sur un autre de ses confrères. Je l'ai fréquenté un petit peu à Alger surtout, car il cherchait l'année du centenaire, il voulait un appartement, et j'ai eu la gentillesse un petit peu intéressée, je dois le dire, en me disant il me revaudra ça. J'ai eu la gentillesse d'aller à l'hôtel et de lui laisser mon appartement. Et il a trouvé que mon appartement n'était pas assez chic, et il est parti au bout de 3 jours, il est parti au bout de 4 jours, me laissant mon appartement en très mauvais état, mais ça c'est une autre question. Et je n'ai pas eu du tout l'idée de noter les conversations que nous avions ensemble. D'ailleurs, nous faisions guère que rigoler. Malraux. J'ai rencontré plusieurs fois Malraux dans ma vie, bien entendu, mais je n'ai vu une fois longuement Malraux que chez Daniel Lévy, au moment où il a dû publier son premier livre, et j'ai été comme tout le monde, comme ça s'est passé toute sa vie. Pour lui, j'ai été ébloui par sa conversation. J'ai d'ailleurs, lui ai toujours témoigné beaucoup de respect. Les gens qui m'ont lu savent que dans le premier livre de mes carnets, au moment où j'ai lu L'Espoir, j'étais moi qui étais son aîné d'une dizaine d'années. Je lui ai écrit une lettre d'admiration dans laquelle je lui disais mon respect.
C'est un mot qui ne court pas les rues d'un aîné pour son cadet de 10 ans. J'ai connu un peu de Henri de la Rochelle, beaucoup moins qu'on ne l'a dit. Je l'ai connu un petit peu, je crois que nous avons été ensemble, si je ne me trompe, aux obsèques de Barès. Je ne savais même pas, vous venez de me dire tout à l'heure, au cours d'une pause, qu'il était sportif, je ne me rappelais même plus qu'il était sportif. Je crois surtout qu'il m'ennuyait avec sa politique, n'est-ce pas? Parce qu'il s'intéressait à la politique, je ne m'y intéressais pas. Il m'ennuyait avec sa politique. Mais j'avais l'impression d'un homme honnête. Voilà, c'est l'impression la plus forte que j'ai eue. Alors Bernanos, c'est vers 1932 ou 1933 qu'il est venu me voir. Il y a de quoi frémir quand on raconte ça. Il est venu me voir pour me demander d'être rédacteur en chef du Figaro. Ça allait abracadabra, c'était le Figaro de Coty. Mais moi, rédacteur en chef du Figaro, enfin, c'est ahurissant. J'ai tout de même réfléchi 2 jours avant de répondre, au lieu de dire non, écoutez, regardez-moi, c'est pas possible. J'ai réfléchi 2 jours et je lui dis non, j'ai bien fait parce que j'aurais été viré au bout de 8 jours. Enfin, je ne sais quoi, il y aurait un drame tout de suite. Et il avait été lui-même, je crois, il avait été 8 jours, je crois, rédacteur en chef du Figaro, c'était le Figaro de Coty. Il y a, de par le monde, de grands admirateurs de vos poèmes, et si vous le permettez, moi-même. J'ai d'abord vous remercier de ce que vous dites sur mes poèmes, mais qui est complètement faux, parce étant donné qu'ils sont inconnus de qui que ce soit au monde. Il y a des volumes entiers de critiques qui sont écrits sur moi, des volumes de 200 pages, dans lesquels il n'est même pas prononcé le mot que je sois un poète. Je crois qu'en France, la poésie a été, si je peux dire, séquestrée par un certain nombre de mes confrères, et que ceux qui ne font pas partie de la bande n'existent pas. Je n'ai pas eu de moment particulier lyrique, sinon, si vous voulez, j'ai toujours eu et j'ai encore en moi un certain lyrisme qui sort, et vous n'avez qu'à lire le volume que je viens de paraître, qui est un volume sur un névrosé, sur un psychopathe, qui est un cas clinique. Il y a des pages qui sont des pages sur le port d'Alger, la nuit et tout ça, qui sont des pages de grande invention poétique. Mais j'ai horreur de la poésie au théâtre. J'aime D'Annunzio, je trouve que tout son théâtre ne vaut rien. Je n'aime pas le théâtre de Claudel, je n'aime pas le théâtre de Maeterlinck, qui a pourtant dit des choses extrêmement gentilles sur moi. Je n'aime pas le théâtre de Saint-Georges-de-Boilly. Je trouve que le théâtre doit représenter la vie, ce que nous disons ce que nous disons et ce que nous vivons dans la vie. Donc, du jour où je me suis mis à ce qu'on peut appeler faire du théâtre, à écrire des pièces, et en somme, je n'ai presque écrit que cela depuis l'année 1942, j'ai systématiquement banni presque toute envolée lyrique de mon théâtre. Il reste cependant quelques-unes encore dans la Reine morte. Je crois qu'elles déplaisent d'ailleurs beaucoup au public des jeunes d'aujourd'hui. On trouve que c'est faux, que c'est de la rhétorique, mais il y a certainement des moments de poésie que je crois bons et authentiques dans la Reine morte. Mais dans mes autres pièces, je me suis gardé, comme dans la peste, de mettre des images, de mettre des envolées. Une pièce comme La ville dont le prince est un enfant, par exemple, je crois que dans toute la pièce, qui est une pièce qui dure 2 heures, il y a une image. Or, l'image, comme vous le savez, est la base de la poésie. Je crois donc que j'ai pris, si vous voulez, l'habitude de cloîtrer mes réactions lyriques, de craindre de les mettre dans mon théâtre, et que c'est peut-être devenu une habitude qui s'est mise aussi dans le reste de ce que j'ai écrit. Il n'y a en effet pas beaucoup de lyrisme ni de poésie dans Le chaos et la nuit, dont je crois vous avoir dit il y a quelques minutes que je considère que la seconde partie est une des choses les plus fortes que j'ai écrites. Et dans Les garçons, il y a beaucoup, ce n'est pas de la poésie, mais ce sont des inventions de mots, des trouvailles de phrases, des expressions qui sont des choses qui sortent d'un fond poétique, sans l'ombre d'un doute. Mais ce n'est pas de la poésie, ni en vers, ni en versets. Mais
être un poète en prose, je crois que ça se retrouve à peu près dans tous mes ouvrages, et je suis persuadé qu'un livre comme Les Garçons, on le reprendrait, on en trouverait 100 exemples de choses qui sont un jaillissement profond qui prend la forme de la poésie, qui n'est ni du vers ni du verset, qui est de la prose, qui n'est pas du tout de la prose rythmée, ni de la prose cadencée, ni rien du tout, mais qui est une espèce de chose qui vous sort des entrailles, qui est un moment de poésie profonde, qui sort toujours de l'émotion d'ailleurs, et qui est de la poésie, bel et bien de la poésie, tout autant que des poèmes comme ceux que vous m'avez cités, comme La Péri, qui ont été assez courts dans mon œuvre, n'est-ce pas? Vous l'avez prononcé, je crois, ou vous allez le prononcer parce que vous m'en avez parlé, le nom de Claudel. Je ne dis pas que je n'admire pas Claudel, mais il n'y a vraiment aucune influence de Claudel dans Encore un instant de bonheur, je trouve. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Claudel une des rares fois où je l'ai vu. Il m'a dit votre structure, je pense que vous n'employez pas le mot structure, qui n'était pas à la mode à ce moment-là. Il m'a dit votre structure n'est pas du tout la mienne. Je lui ai dit en effet, ma structure n'est pas la mienne. Les espèces de longues laisses sont différentes de celles de Claudel. J'ai d'ailleurs abandonné très rapidement, et il y a très peu de poèmes de moi. Je ne sais pas, dans Encore un instant de bonheur, qui encore une fois est un livre qui n'est connu de personne, je ne sais pas, il y a à peine 10 poèmes qui sont là-dessus, et que d'ailleurs j'aime. Il y a un poème que je trouve très beau, c'est le Chant de Minos. Et il y a le poème sur le Critérium des novices amateurs, par lequel je débutais à la Nouvelle Revue Française. C'est le premier texte que j'ai donné à la Nouvelle Revue Française, que je trouve très très bon aussi. Donc je suis assez de votre avis, mais je crois que cette poésie a ensuite pris une nouvelle forme qui se trouve dans ma prose et qui encore une fois se trouve plus mise d'une façon, si vous voulez, plus profonde et jaillissante au moment d'émotions qui sont en train de... Dans les jeunes filles, il y a beaucoup de poésie. Dans les 4 volumes des jeunes filles, il y a beaucoup de poésie. Parmi vos pièces, il en est une qui est aimée par des personnes qui même n'aiment pas votre théâtre et qui considèrent que c'est un chef-d'œuvre. Cette pièce, c'est Pasiphae. Elle n'a été jouée qu'une fois par Sylvain Hitkin. Voudriez-vous nous en parler et de son sujet si particulier? Eh bien, cette pièce est en réalité, comme je l'ai dit, détachée d'une pièce, d'une longue pièce que j'avais commencé de concevoir en 1919, à un moment où j'ai eu une sorte de poussée vers le théâtre qui n'a abouti à rien de particulier. Mais enfin, j'ai eu l'idée de faire plusieurs pièces, et j'ai eu l'idée de faire une pièce qui s'appelait Les Crétois, et qui était toute d'abord en verset, ensuite mise en prose. Et Pasiphae n'est pas en réalité une pièce, c'est un fragment d'une pièce beaucoup plus longue qui n'a pas été écrite. Vous me dites que certaines personnes aiment ce texte. Je vais vous en citer de mémoire, puisque vous me posez une question imprévue. Je vais vous citer de mémoire une phrase dont mon ami, qui m'illustre beaucoup, qui a illustré quelques années de moi, et qui est en train d'illustrer Les Garçons pour Gallimard, 48 compositions en couleur et en noir. J'ai l'air de faire de la publicité, mais enfin c'est le plus long, c'est la plus abondante illustration qui ait été jamais faite pour un livre de moi. Bon, c'est Édouard McAvoy, et Édouard McAvoy a entendu Gide et m'a écrit la lettre en me disant mais je vous autorise à la reproduire. Elle a été reproduite d'ailleurs, et Gide lui a dit à peu près, je vous cite de mémoire, mais je suis presque sûr des mots, quand Monterland, ce bougre-là, quand ce bougre-là n'aurait écrit que ces 30 pages, il suffirait à ce qu'il passât à ce que son nom passât dans la littérature française pour toujours. Je me rappelle de cette phrase qui est à peu près ça. Donc il y a des gens en effet qui aiment Pasiphae, mais enfin il faut croire que cette pièce n'est pas tellement aimée, puisqu'elle a eu cette première représentation, elle a été créée pour être jouée une fois au Théâtre Pigalle. Elle a eu beaucoup de succès. Et 6 mois après, pendant que j'étais dans le milieu, enfin je ne suis pas revenu le voir, enfin peu importe, elle a été redonnée exactement à la Maison de la Chimie. On a donné ces 2 représentations. Ensuite, elle a été donnée à Avignon par Jean Villard. Elle a été donnée
vient-on de me rappeler, en Tunisie, ce que je savais mais avais un peu oublié. Et elle a été donnée, ce qui fut une grosse erreur, à la Comédie Française, où elle fut un échec et qui était dû vraiment à une conjuration de tout le monde qui ne s'était pas aperçu que cette pièce n'était pas du tout faite pour la Comédie Française d'alors. Je vous parle d'il y a environ d'une année qui était, mettons, 1950, si vous voulez. Ni l'administrateur général, qui était M. Touchard, ni le metteur en scène, qui était Julien Berthaud, ni l'auteur, qui était moi, ni le principal acteur, qui était je ne sais plus qui, personne ne s'était aperçu qu'à l'époque que je vous dis, cette pièce était impossible aux Français. Et on la donnait, elle n'est pas très longue, on la donnait en même temps qu'une pièce de Marivaux, et quelqu'un m'a raconté cette histoire qui est très drôle, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est sûrement vraie. Une dame était venue au guichet de location et elle a dit « Je voudrais voir les fausses confidences de Marivaux pour le jeudi 31. Est-ce qu'on donne quelque chose avec ?» Une autre pièce, ah oui, dit la dame de la location, on donne Pasiphae. Oh, alors je ne viens pas, me dit la dame, parce que j'ai une fille, je ne vais pas l'amener voir. Il faut vous dire que ça a été écrit quand je vivais à Tunis et je vivais chez un de mes amis qui était le docteur Burnet, qui avait une villa située un petit peu au dehors du Tunis, et en réalité je passais ma journée dans les champs, à voir des taureaux, faire ce que font en général les taureaux, aller dans des beugler, et je vivais vraiment dans une atmosphère pasiphaéenne. Et cette pièce, en réalité, n'a jamais été reprise, vous comprenez, en réalité, elle n'intéresse personne. On me dit qu'elle suffira à faire passer mon nom à l'immortalité, mais elle n'est jamais jouée, absolument jamais, personne, par personne. N'ayant donc plus rien à publier, je me dis, je voudrais écrire tout de suite un roman, et j'ai eu à hésiter entre le sujet des célibataires et le sujet du roman qui vient de paraître au moment où je vous parle, qui est un assassin et mon maître. J'avais dans la tête à ce moment-là une certaine disposition à écrire ces deux romans-là. Il y en avait un que je pouvais écrire parce que tout le monde en était mort, c'était les célibataires, c'est pourquoi je le choisis. Et je revins à Paris où j'ai publié Les Célibataires, qui eurent un grand succès, qui furent en réalité mon premier roman à succès, où je fus reçu d'une façon très très chaude par tout le monde, malgré une absence de 2 ans et demi, et où M. Doumic me proposa le grand prix de littérature de l'Académie française, et que j'acceptais très volontiers, et qui fut en somme mon premier honneur. Je me fiançais pour la seconde fois dans des fiançailles qui n'avaient non plus rien à voir avec ma famille, avec qui je ne voulais rien avoir à faire du tout, qui furent des fiançailles pas commencées sur le trottoir, c'était un peu plus haut que le trottoir, c'était si vous voulez le premier ou le deuxième étage, mais qui furent des fiançailles beaucoup plus officielles, beaucoup plus sérieuses, avec le notaire à la clé et tout le cinglingling de l'histoire. J'ai une amitié affectueuse pour cette jeune personne pendant 8 mois exactement, et à la fin je me fiançai. Et puis ces 8 mois, mon Dieu, je dois dire que je les ai un peu racontés dans Les Jeunes Filles. C'était pas moi qui avais parlé du tout le premier de mariage. Non, je dis au contraire de ce que je voulais dire. Ce n'est pas du tout la jeune fille qui avait parlé de la première de mariage, c'est moi qui en avais parlé, très imprudemment. Les raisons pour lesquelles je me défiançai fut que je vis que je n'étais pas fait du tout pour la cohabitation. J'ai besoin d'être seul, et la cohabitation aujourd'hui, quand ma secrétaire est là, même quand mon domestique est là, j'attends toujours le moment où il est parti. Ce n'était pas des bonnes conditions pour le mariage. La seconde raison fut que j'étais extrêmement volage, extrêmement papillonnant, et qu'il fallait deux solutions. Ou bien c'était la partouze, vous comprenez, raconter à ma femme, tu sais, aujourd'hui, bah, j'ai vu Francine, etc., etc. Ce genre ne me plaisait pas.
Et l'autre, c'était de lui dire, tu sais, je vais ce soir au banquet des anciens combattants, n'est-ce pas, alors qu'on allait à la rue de la Ferrière. C'était les deux genres ni le mensonge, ni la partouze ne me plaisaient, je voyais que ça ne s'arrangerait pas très bien. Je fis donc tout ce que je pus pour me défiancer, je me défiançai, et malgré les notaires et tout le fourbi que je vous ai raconté, et je dois dire que cette seconde fois, comme la première, cela se passa très gentiment de part et d'autre, que ces familles qui auraient pu me causer au fond pas mal d'ennuis, n'est-ce pas, ne m'en firent aucun. Et c'était moi qui, ayant parlé le premier de mariage, était tout à fait dans mon tort, car cette malheureuse fille, qui était ravissante d'ailleurs, cette malheureuse fille fut pendant 8 mois, un jour je lui disais oui, un jour je lui disais non, c'était une véritable comédie. J'ai d'ailleurs fait passer tout cela dans Les Jeunes Filles, qui sont en grande partie un livre composé de gags à la Charlot, qui sont en grande partie un livre comique, que les gens n'ont peut-être pas vu. Donc, une fois défiancé, mais enfin, je tiens à insister sur le côté gentil avec lequel ça se passa, puisque même la jeune fille que je venais de laisser tomber, après être fiancé avec elle, me dit, vous m'avez donné un exemplaire ordinaire de votre livre, donnez-moi donc un exemplaire de tête. Je trouve que c'est vous voyez que c'est en très bon terme. Alors ensuite, n'est-ce pas, comme j'avais mêlé les ossements, je vais faire un mot, les cendres et la cendrée, vous savez ce que c'est, je ne sais pas si on sait encore ce que c'est que la cendrée, mais enfin c'est la piste de cendre sur laquelle courent les athlètes. De même que j'avais mêlé les cendres de M. de Daumont et la cendrée, je m'excuse de ce jeu de mots sinistre, j'éprouvais le besoin, en écrivant Les Jeunes Filles, les 4 livres des jeunes filles, j'éprouvais aussi le besoin, non pas d'alternance, laissons pas l'alternance, j'éprouvais aussi le besoin de compenser, si je puis dire, le côté rigolard, le côté sensuel des jeunes filles, par quelque chose de plus sérieux. J'écrivais Service inutile, j'écrivais L'équinoxe de septembre, et je me préparais d'une façon quelconque à cette guerre que je sentais imminente et qui était d'ailleurs de plus en plus imminente. J'écrivis donc ces volumes, Service inutile du succès, L'équinoxe de septembre, qui était un livre anti-munichois, c'est-à-dire un livre contre la paix de Munich. J'étais excédé de ces perpétuelles menaces de Hitler et je croyais qu'il fallait qu'on fasse la guerre. Est-ce que je me trompais? Est-ce que je ne me trompais pas? Bernanos a écrit beaucoup de bien de ce livre. Il a écrit que c'était le point de vue d'un homme de la rue. J'étais en effet un homme de la rue et depuis, je crois qu'un homme de la rue ne doit pas écrire sur des questions qu'il ne connaît pas. Je ne connaissais pas en réalité du tout la situation politique à la veille de la guerre. Je n'avais donc pas à écrire sur elle, même si ce que je disais était en somme valable, si je puis dire. Ce livre n'eut d'ailleurs aucun retentissement. Il fut je cherche à dire un mot autre qu'engueulé, parce que j'ai déjà dit au cours de cette conversation, je ne voudrais pas que ça devienne une habitude constante, des gens me dirent des choses désagréables, c'était les gens de droite, et j'ai eu quelques articles, dont un de Gabriel Péry, et un, je crois, d'Aragon, quelques articles des communistes qui furent les seuls à soutenir ce livre, qui était un livre pour qu'on fasse la guerre. La guerre éclata. Je cherchais à m'engager vaguement dans la Croix-Rouge. Je fus rebuté, heureusement, parce que j'avais 43 ans, n'est-ce pas, attention. Je fus rebuté plus ou moins, je ne sais plus par qui, et tant mieux, car je n'avais rien à voir avec les choses médicales, ou je ne savais rien. Tandis que je savais mieux écrire, et que je me fis envoyer pas exactement par M. Cornu, qui je crois, M. André Cornu, qui est le beau-père de Galiban, je crois. Ce n'est pas lui exactement qui m'envoyait, il était directeur de Marianne, mais c'est tout simplement le rédacteur en chef aujourd'hui mort de Marianne, qui était un journal de gauche, André Roubaud, qui me fit tout simplement une lettre comme correspondant de guerre de son journal.
Et c'est ainsi que je suis resté 3 semaines, c'est pas très long, enfin, ça me parut très long. Je restais 3 semaines correspondant de guerre de Marianne, mais non officiel. Je n'étais pas un correspondant de guerre officiel. Les correspondants de guerre officiels étaient des gens qu'on promenait en car, qui dînaient aux messes avec les officiers, qui étaient tous ceinturés de ceinturons, de bananes, de toutes sortes de choses. C'était un genre que je ne voulais pas. Je fus envoyé simplement. Je partis pour le front dans un camion comme ça, entre l'Oise et l'Aisne, simplement avec une lettre de M. André Rouveau dans ma poche. Je passais 3 semaines difficiles. Parce que je n'étais plus jeune et parce que je n'étais en subsistance nulle part. Il fallait donc que je trouve, et parce que j'étais ensuite tout le temps arrêté par la police et que en réalité je risquais les plus vilaines histoires. J'étais sur le front, son titre véritable. Donc, tout ça se termina par un éclat de bombe ridicule dans l'Aisne, tout petit, et qui me permit de revenir à Marseille quelques jours avant la déclaration de guerre de l'Italie. Et je restais à Marseille, surtout à Nice, beaucoup plus à Nice qu'à Marseille. Je restais dans le Midi jusqu'à mai 1941. J'écrivis pendant ce temps le solstice de juin. Ce livre fut d'abord interdit par les Allemands. Il fut dédouané par M. Karl-Heinz Bremer, qui était mon traducteur, qui avait traduit plusieurs livres de moi, et dont la guerre avait fait le directeur adjoint de l'Institut allemand. C'était un ami, c'était un type qui aimait vraiment la France, c'était un très chic type, qui s'est fait tuer quelque temps après sur le front de Russie, et c'est lui qui dédouana mon livre, qui resta, je crois, 3 semaines interdit par les Allemands. Ainsi, m'a-t-on dit, que la NRF, la Nouvelle Revue Française, où on avait paru un fragment et qui, je crois, fut interdite pendant 15 jours à cause de mon nom et à cause de moi. C'est en 1941 que mon ami Jean-Louis Vaudoyer me dit, là aussi il y a un petit point à éclaircir pour la postérité de 30 ans, puisqu'il paraît que les films durent 30 ans. Enfin, la postérité de 30 ans, c'est déjà quelque chose. Mon ami Jean-Louis Vaudoyer me dit qu'il fallait que je traduise une pièce espagnole pour la Comédie Française. Je lui dis traduire non, mais je peux adapter une pièce espagnole. Il me donna 2 livres, en français d'ailleurs, de la bibliothèque, que je lus et où je trouvais une pièce qui était d'ailleurs de beaucoup la plus mauvaise, de 2 volumes, qui s'appelait Reinar después de morir, ce qui signifie régner après sa mort. C'était d'un Espagnol du XVIe siècle, je crois, ou du XVIe siècle, appelé Guevara. J'eus l'innocence et la naïveté de laisser dire et imprimer dès ce moment-là que ma pièce était inspirée de Guevara. Elle n'a exactement rien de Guevara qu'une phrase, qui est « toi tu es la douce et l'autre est la belle ». Voilà, ça c'est pris dans Guevara. Et elle a pris dans Guevara le titre « La reine morte », qui n'est pas de moi, qui est le titre sous lequel elle était traduite en français dans le volume qui me fut prêté par la Comédie Française. Sans ça, il n'y a absolument rien de Guevara. J'ai pris un épisode historique, une anecdote historique qui avait été traitée. Moi, j'en ai eu 5 volumes, 2 en anglais et 3 volumes écrits déjà sur le thème d'Inès de Castro. Je pris un sujet, en réalité. Je ne pris rien à Guevara, je pris un sujet que j'arrangeais d'ailleurs contrairement à mes autres œuvres, où je suis l'histoire quelquefois très scrupuleusement, d'autres fois aussi scrupuleusement que je peux le faire au point de vue théâtre. Là, j'écrivais une histoire en pleine fantaisie. C'est pas le nom même du roi est changé, je lui ai donné un nom italien. Mais en faisant ça, Ferrante est un nom italien. Et en faisant ça, je ne faisais que copier pour m'amuser les Espagnols, les dramaturges du siècle d'or, les célèbres dramaturges du siècle d'or espagnol, qui aussi arrangeaient et écrivaient des histoires, enfin tout à fait hurluberlues, au point de vue tout au moins historique. J'écrivis donc cette pièce, et puis tout de même, à la fin, un petit peu agacé, je suis quelquefois encore, d'entendre dire que je m'étais inspiré de Guevara, alors qu'il en est ce que je viens de vous dire. Je demandais à Gallimard d'imprimer la pièce de Guevara, et il y a eu plusieurs éditions dans lesquelles la pièce entière de Guevara figure
à la suite de la mienne en petits caractères. Mais ça n'y a rien fait. Je vois encore dans des choses qu'on écrit sur moi que la pièce est inspirée de Guevara. Enfin, tout ça a très peu d'importance. La pièce reçut un accueil de la critique moyen, mais reçut un accueil très chaud du public. Elle dura à la Comédie Française, je crois, 325 représentations, ce qui est beaucoup pour la Comédie Française qui joue en alternance, et elle fut en somme, avec Le Soulier de Satin, et avec d'autres pièces dont on parle moins, comme Les Mouches de Sartre, n'est-ce pas, et d'autres pièces qui furent jouées sous l'occupation, elle fut un des grands succès de l'occupation. J'ai vu Ernst une fois sous l'occupation, et je crois que, pour dire franc, je n'avais rien lu de lui, n'est-ce pas? C'est toujours une situation difficile pour des écrivains dont l'un n'a rien lu de l'autre. Je m'en suis tiré comme j'ai pu. Je n'ai pas, depuis il ne m'a pas envoyé ses livres, sauf un qui m'a envoyé il y a 2 ans environ. Vraiment, il y a un de ces livres qui m'a beaucoup frappé, ce qui s'appelle, je crois, en français, Orage d'acier. C'est bien ça. Alors ça, les livres sur la guerre, toute sa partie de livres de guerre m'a beaucoup intéressé et m'a donné pour lui un grand respect. Sa partie de prosateur, je ne sais pas l'allemand, j'en ai lu une partie en français, je dois dire franchement qu'elle m'intéresse moins. Enfin, c'est pas une chose contre lui, ça ne m'intéresse pas. Le solstice de juin fut attaqué par certains de la résistance à la fin de la guerre, au moment où approchait la fin de la guerre. Mais il ne fut jamais interdit, là je dis des choses précises, je ne passais jamais devant un tribunal quelconque, sauf devant des tribunaux de confrères. Je passais devant un tribunal d'épuration de la Société des gens de lettres, qui m'innocenta complètement et entièrement, et je passais ensuite devant un tribunal d'épuration composé de certains écrivains de la résistance. Il devait être 8 à venir, et il y en a 6 qui ne vinrent pas, pour des raisons que j'ignore, et je fus donc jugé par 2 de mes confrères, qui m'infligèrent une peine de 6 mois rétroactifs de non-publication, ce qui était vraiment très peu, et ce qui était surtout platonique, étant donné qu'on m'avait beaucoup publié pendant ces 6 mois, étant donné que la maison Gracien était très embêtée, avait, comme on dit, des embêtements, ne m'éditait pas, n'éditait plus personne, et que tout le monde se précipitait sur mes livres pour les rééditer. Je fus jugé, si je puis dire, par mes 2 confrères, dans une petite salle où sûrement on avait dû, sous la Révolution, condamner des gens à mort. J'ai essayé de la retrouver, je n'ai pas pu la retrouver exactement. C'est une petite salle qui donne entre le Palais Royal, entre les jardins du Palais Royal et la rue Montpensier. Et c'est un endroit où il a dû se passer beaucoup de choses pendant la Révolution, et je pense que c'est un endroit où on a dû condamner à la guillotine beaucoup de gens. Alors de cette petite séance de jugement, j'ai retenu un trait qui m'a paru tout de même assez savoureux. Ce qu'on me reprochait le plus était un essai intitulé « Les chenilles », dans lequel on se trompait ou de bonne foi ou de mauvaise foi complètement, car ça consistait à dire qu'une chose que j'avais vue souvent, on urine sur une chenille, on la croit morte, noyée, et puis elle relève la tête, on urine de nouveau sur elle, elle relève la tête, une 3e, une 4e fois, on se dit vraiment, elle est extraordinaire, laissons cette chenille tranquille. Dans ma pensée, c'était une apologie de l'armistice. J'avais vu 3 semaines de front, ça m'avait largement suffi pour comprendre qu'il fallait un armistice, et dans cette opinion, j'étais d'accord avec des millions de Français. J'étais donc pour l'armistice. Ça ne veut pas dire que j'étais pour le maréchal Pétain, mais j'étais pour l'armistice. Et alors, ce petit épisode des chenilles, c'est surtout là-dessus dont on me parlèrent mes 2 confrères qui étaient mes juges. Alors, je leur ai expliqué le sens. L'un d'eux me dit, mais dans notre camp de prisonniers, on en a été très choqués. Mais je lui ai dit, mais enfin, voilà, je viens de vous l'expliquer, qu'est-ce que vous compreniez? Et alors, il me répondit, on ne cherche pas à comprendre. Et ça, c'est absolument authentique, et c'est tout de même assez drôle.
Depuis lors, je n'ai plus quitté Paris et vraiment ma vie se confond avec celle de mes œuvres. En 1954, quand je publiais Port-Royal, j'ai annoncé que je prenais ma retraite d'auteur dramatique. C'était allé un peu vite puisque j'ai encore écrit 4 pièces. Mais en fait, je prenais une sorte de retraite, je prenais véritablement une sorte de retraite qui était de m'éloigner davantage encore du monde et de ce qu'on appelle les gens en général. Sur cette question de la solitude, monter en onde solitaire, ça on en a raconté beaucoup de choses. Il est entendu que je ne suis pas d'un tempérament à sortir beaucoup, je ne vois pas beaucoup mes confrères ni les gens du tout Paris. Mais ma vie est une vie en réalité très encombrée. Les auditions d'acteurs, les répétitions, les rapports avec les personnes qui s'occupent de mes ouvrages, notamment de mes ouvrages de luxe, les étrangers qui écrivent des thèses sur moi et qui viennent me voir, les étudiants qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, qui font maintenant des mémoires de maîtrise sur moi, que je reçois aussi, font que je suis pas un solitaire et que je préférerais l'être davantage. Et secondo, que supposez même que je fusse un solitaire, je reprendrai la phrase de Tolstoï qui dit très exactement dans son journal « Tout ce que j'ai fait de bon a été fait dans la solitude ». Écrire des livres comme ceux que j'ai écrits demande beaucoup de contention d'esprit. Je crois que la vie est une sorte de mouvement de respiration dans lequel on insuffle et dans lequel on expire. J'ai insufflé beaucoup de la vie, car j'ai beaucoup vécu, beaucoup plus que je n'ai écrit, et ma vie a toujours passé, tout moins ma vie privée, a passé pour moi toujours avant mon œuvre, et il y a donc ce mouvement d'expiration et de respiration qui est vital et qui a constitué ma vie. De cette vie, on dira ce qu'on voudra, puisque tout est toujours inventé. Il suffit de voir comment, de votre vivant, un homme public, sans qu'il réponde jamais, sans qu'il proteste jamais et sans qu'il rectifie jamais, est traité, pour qu'on se rende compte comment il sera traité après sa mort. Et d'autre part, reste l'œuvre dans la mesure où elle restera, est une mesure très douteuse, mais de celle-là, nous allons parler un peu plus longuement maintenant.